Imagine un monde où en une seule journée, des millions d'hommes passent de puissants bâtisseurs à simples fantômes dans leur propre maison. Comment un tel effondrement a-t-il pu briser non seulement des fortunes, mais aussi l'identité masculine elle-même? C'est l'histoire que je vais te révéler, une vérité dérangeante, cachée derrière les manuels d'histoire, qui explique encore aujourd'hui la manière dont hommes et femmes s'observent, se jugent et se choisissent. Tout commence un mardi noir, 29 octobre 1929. Le vacarme de la bourse de New York ne résonne plus comme le chant de l'ambition, mais comme un hurlement de panique animale. Les hommes en costume, qui la veille encore symbolisaient la stabilité et la réussite, voient défiler sur les bandes de cotation non pas des chiffres, mais leurs propres avis de décès économiques. Un millionnaire au petit déjeuner devenait un misérable avant le dîner. Mais la vraie tragédie, la plus humaine, n'était pas sous les lumières du parquet boursier. Elle s'installait dans le silence étouffant des foyers. Et c'est là que commence le secret le plus sombre de la Grande Dépression. Car en une nuit, le rôle de pourvoyeur, de protecteur, de pilier construit par des millénaires de tradition s'effondra. L'homme qui rapportait nourriture et sécurité se retrouva réduit à une valeur nulle. Et dans une économie impitoyable où tout ce qui vaut zéro est rejeté, il devint invisible dans son propre foyer. Ce bouleversement marquait une rupture fondamentale. Le contrat silencieux entre hommes et femmes était en train d'être renégocié, non pas par des mots, mais par des regards glacés, des soupirs lourds et des portes fermées à double tour. Vouloir comprendre ce basculement, c'est comprendre pourquoi tant d'hommes d'aujourd'hui ressentent encore cette pression invisible de devoir prouver leur valeur. On nous a souvent appris que la dépression était une époque de souffrance partagée, de solidarité dans la misère. Mais cette version est une illusion, car derrière cette façade de compassion se cachait une sélection impitoyable. Le jeu de la séduction, autrefois soutenu par les codes de la galanterie, devint grotesque. Comment un homme pouvait-il encore ouvrir une porte avec élégance quand il était incapable de nourrir sa famille derrière cette même porte? Les chaussures percées, les regards chargés de honte rendaient les gestes d'hier ridicules, presque offensants. Ce qui restait, ce n'était plus la richesse ni le statut, mais l'essence nue d'un homme, sa volonté, son caractère, sa résilience. Et face à cela, les femmes durent adopter un filtre brutal, choisir non plus selon la fortune, mais selon la force intérieure. Alors que certains hommes sombraient, d'autres plus rares se révélaient. Et ce contraste éveillait chez certaines femmes un sentiment paradoxal, parfois même une joie coupable. Car pour la première fois, les emplois de secrétaire, d'infirmière ou de dactylo, pourtant modestes, devinrent la véritable bouée de survie des familles. Une femme qui rapportait 15 $ par semaine devenait la reine du foyer. Elle tenait les cordons de la bourse, mais surtout, elle tenait désormais les rênes du pouvoir. Dans leurs journaux intimes, beaucoup décrivaient ce sentiment nouveau de libération, mêlé de culpabilité. Une femme de Chicago écrivait en 1931 « John est rentré ce soir avec ce regard vide. Pour lui, le monde est fini. Pour moi, je me sens enfin vivante. Sa chute m'a affranchie. » Ces confessions montrent que l'histoire n'était pas seulement une tragédie collective, mais une guerre silencieuse qui se jouait dans chaque maison, entre chaque mari et chaque épouse. Et si cette révélation t'interpelle, dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Ton avis compte, car ce que tu vas découvrir ensuite va encore plus loin. Abonne-toi maintenant et active la cloche, tu ne voudras pas manquer la suite, car ce n'est que le début du secret noir de la Grande Dépression. Quand les fortunes disparurent en un éclair, ce ne fut pas seulement l'argent qui s'effondra, ce fut la dignité masculine, le socle même sur lequel reposait leur identité. Les hommes se levaient le matin, prenaient leurs mallettes comme si de rien n'était et sortaient de chez eux. Mais beaucoup n'avaient plus de travail où aller. Le soir, certains ne revenaient même pas. Avalés par la honte, ils disparaissaient dans la nuit, incapables de supporter le regard de leurs femmes et de leurs enfants. Cette fuite silencieuse était plus destructrice encore que la faillite économique, car elle détruisait ce qui restait de confiance au sein des foyers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de suicide des hommes en âge de travailler explosa. 1932, ou plus profonde la crise, enregistra le record le plus sombre de toute l'histoire américaine. Des pères de famille, jadis respectés, choisirent de se pendre dans leurs granges, de se jeter des toits ou d'ouvrir le gaz dans les chambres d'hôtel. Leurs corps furent retrouvés aux côtés de piles de documents financiers, comme si leurs ruines de papier suffisaient à expliquer leur mort. Et sur certaines tables de chevet, des lettres glaciales. « Je vaux plus mort que vivant ». Des mots d'une froideur terrifiante, dernier vestige d'une virilité brisée. Mais derrière chaque ligne, une réalité poignante. Ces hommes, réduits à zéro dans la sphère économique, pensaient offrir leur dernier héritage en assurance vie. Une ultime tentative de rester utile, en sacrifiant leur existence. Mais la tragédie ne s'arrêtait pas aux portes des hôtels ou aux granges désertées. Elle pénétrait les maisons, contaminait les chambres, infectait même l'intimité des couples. Comment aimer quand on ne peut plus nourrir ?
Comment désirer quand on est rongé par la honte? Le lit conjugal, censé être le refuge ultime, devint un champ de bataille invisible. Les hommes se muraient dans le silence, incapables de regarder leurs épouses autrement qu'avec des yeux de culpabilité. Et pour les femmes, ce silence résonnait comme un nouvel échec, celui d'un mari qui ne savait plus diriger, ni économiquement, ni émotionnellement. Ainsi, chaque nuit sans tendresse devenait une preuve supplémentaire de l'effondrement de l'homme. C'est alors qu'un autre marché apparut, insidieux, secret, mais d'une brutalité dévastatrice, le troc de l'intimité. Quand la monnaie officielle n'avait plus de valeur, certains commencèrent à échanger le seul bien qui leur restait, le corps, la chaleur, l'affection. Ce n'était pas la prostitution affichée des trottoirs, mais une économie souterraine, plus perverse encore, car elle se jouait dans les silences des foyers respectables. Une épouse pouvait refuser ses caresses à un mari ruiné, mais l'accorder implicitement au boucher du quartier qui offrait, soudain, des morceaux de viande supplémentaires. Un charbonnier pouvait livrer plus de sacs que prévu, non pas par générosité, mais parce qu'il savait très bien ce qu'il recevrait en retour. Derrière chaque assiette pleine, il y avait parfois une transaction inavouable. Un sociologue de l'époque nota le témoignage glaçant d'un certain Robert, ancien cadre devenu chômeur à Cleveland. Sa femme, Eleanor, travaillait désormais comme couturière et rapportait le seul revenu du foyer. Mais ce n'était pas son salaire qui brisait Robert, c'était ce qu'il voyait dans son regard. Elle entrait avec des provisions qu'il n'avait pas gagnées, des cadeaux du boucher ou du marchand de charbon. Et il savait, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, quel prix sa femme payait réellement. « Je mange ma propre humiliation », confiait-il. Chaque bouchée de viande était un rappel de son impuissance. Il ne dévorait pas seulement la nourriture, il avalait son propre effacement. Voilà le secret dont personne ne voulait parler. La survie transformait les femmes en négociatrices impitoyables, parfois en trahison incarnée. Et les hommes, eux, se retrouvaient enfermés dans une double prison, incapables d'assurer matériellement, incapables d'exister intimement. Beaucoup perdaient non seulement leur statut, mais aussi leur virilité, certains sombrant dans la puissance psychologique. Une spirale fatale. Moins ils pouvaient donner, moins ils étaient désirés, et plus ils s'effondraient. Mais alors, que restait-il? Comment certains ont-ils réussi à briser cette logique infernale? Qui furent ceux qui, au milieu de la poussière et de la honte, réussirent à inverser la malédiction et à rallumer dans les yeux de leurs femmes autre chose que de mépris ou de pitié? La réponse se trouve dans les rares histoires de survie qui ont marqué cette époque. Des récits où l'argent ne comptait plus, mais où la discipline, la compétence et la force intérieure devinrent la seule monnaie valable. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Au cœur de ce chaos, une vérité brutale s'imposait. Seuls les hommes capables de se réinventer survivaient. Ce n'étaient plus les banquiers, ni les propriétaires terriens, ni les héritiers fortunés qui inspiraient respect. Non, c'étaient ceux qui, dépouillés de tout, savaient encore transformer le vide en ressources, la poussière en survie. Leur valeur ne venait plus d'un compte en banque, mais d'une force intérieure impossible à falsifier. Un exemple glaçant illustre cette sélection impitoyable. 2 frères dans l'Oklahoma, Arthur et William. Arthur, l'aîné, avait tout ce que la société respectait. Une ferme héritée de ses ancêtres, une femme, 2 enfants et l'image d'un homme solide enraciné dans la terre. Mais quand la sécheresse et les banques lui arrachèrent tout, il se brisa. Il passait ses journées assis sur le porche, à fixer les champs morts, comme s'il attendait un miracle qui ne viendrait jamais. Sa femme, Martha, voyait chaque jour l'ombre remplacer l'homme qu'elle avait épousé. Son regard changea, imperceptiblement d'abord, puis de manière irréversible. La tendresse céda la place à une attente désespérée, et enfin à la déception glaciale. À quelques kilomètres de là, son frère, William, considéré jadis comme un raté, n'avait rien perdu, parce qu'il n'avait jamais rien eu. Vagabond, sans terre ni fortune, il n'était attaché à aucun système. Quand le monde s'effondra, il n'eut pas à pleurer sur un passé perdu. Il s'adapta. Il bricolait, troquait, réparait. Il trouvait de l'eau là où personne n'en voyait, échangeait un service contre un repas et dégageait une énergie féroce, presque animale face à l'adversité. Martha, d'abord fidèle par devoir, finit par céder à une autre logique, celle de la survie. Elle quitta Arthur, le fantôme, pour rejoindre William, le survivant. Avec ses enfants, elle entra dans la cabane misérable de son beau-frère et abandonna son mari à sa solitude. Quelques semaines plus tard, Arthur mit fin à ses jours dans la grange qui ne lui appartenait plus. Ce drame familial illustre mieux que tous les discours le principe terrible de cette époque.
L'homme incapable de s'adapter était rejeté, même par ceux qui l'avaient juré amour éternel. Cette logique de sélection dépassait les foyers. Elle s'étendait jusque dans les rues et dans les spectacles étranges qu'inventa l'Amérique pour survivre. Les marathons de danse devinrent un phénomène national. Des couples dansaient jour et nuit, parfois pendant des semaines entières, jusqu'à ce que leurs pieds saignent, jusqu'à ce que leur corps s'effondre. Les spectateurs bien nourris payaient pour voir cette agonie publique. Mais derrière ces compétitions grotesques, une vérité se cachait. Pour les hommes, ce n'était pas qu'un jeu, c'était un test. Rester debout, tenir malgré la douleur, devenir le pilier pour sa partenaire quand tout son corps réclamait l'abandon. Chaque chute, chaque abandon était observé. Les femmes ne regardaient pas les pas de danse, elles évaluaient la capacité d'endurance, la force brute, la volonté de faire. Celui qui tombait le premier était rayé discrètement mais définitivement de la liste des survivants potentiels. Dans ce monde ravagé, les codes de la séduction avaient été brûlés. Le charme, l'élégance, les belles paroles ne valaient rien. La vraie monnaie était devenue la résilience. Et les hommes qui comprirent cette règle devinrent les nouveaux élus, même sans argent, même sans statut. Les autres étaient effacés. Mais alors, que révèle ce mécanisme cruel pour notre époque ? Et si ce n'était pas seulement une histoire du passé, mais un miroir tendu à notre société moderne ? Car bientôt, un autre effondrement pourrait à nouveau mettre à nu ce que chacun de nous cache sous ses masques. Si les rues, les fermes et les salles de danse révélaient la brutalité de cette sélection, le plus grand drame, lui, se jouait derrière des portes closes. Car ce n'est pas seulement l'économie mondiale qui s'effondrait, ce fut l'intimité des couples, le dernier sanctuaire des relations humaines. Le foyer, censé être un refuge, devint un champ de bataille silencieux où chaque geste, chaque regard devenait une transaction. Imagine la scène. Un homme jadis respecté rentre chez lui. Ses épaules sont courbées, ses poches vides. À table, ses enfants fixent une soupe maigre qui doit durer 3 jours. Sa femme, les mains usées par le travail ou par le troc incessant, bouge frénétiquement, comme pour compenser le vide qu'il incarne. Dans cet espace confiné, un parfum invisible flotte, celui de la honte. Le silence est si lourd qu'il devient une présence à part entière, une ombre assise à la table familiale. Et chaque soir, ce silence grandit, jusqu'à dévorer l'amour lui-même. Le lit conjugal, autrefois lieu de réconfort, se transforma en une frontière glaciale. Comment un homme pouvait-il se présenter en amant quand il échouait déjà comme pourvoyeur ? Comment désirer quand son propre regard ne reflétait que l'échec et l'inutilité ? Beaucoup d'hommes, rongés par la culpabilité, se replièrent sur eux-mêmes. Mais ce retrait, au lieu d'apporter compréhension, fut perçu par leurs épouses comme une faiblesse supplémentaire. Un vide dans le lit devenait la preuve que l'homme n'était plus qu'un fantôme, brisé à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est ici qu'émergea l'une des vérités les plus dérangeantes. L'apparition d'une économie intime, impalpable mais implacable. Quand l'argent perd sa valeur, l'histoire l'a toujours montré, les sociétés reviennent à des échanges plus primitifs. Et dans les foyers de la Grande Dépression, l'affection, la chaleur et même le corps féminin devinrent une monnaie. Non pas affichée, non pas assumée, mais subtile, douloureuse, cachée sous le vernis de la respectabilité. Des morceaux de viande donnés par gentillesse par un boucher. Des sacs de charbon livrés par erreur par un commerçant. En surface, des gestes altruistes. En réalité, des avances silencieuses, des pactes tacites. Et derrière chaque faveur acceptée, un prix payé, parfois dans l'ombre d'une chambre, parfois dans le froid d'un soupir retenu. Un témoignage de Cleveland en 1934 illustre cette corruption intime. Robert, un ancien cadre, errait chaque jour dans la bibliothèque, incapable de trouver du travail. Sa femme, Éléonore, rapportait un maigre salaire, mais surtout des provisions que son argent ne pouvait pas expliquer. Des morceaux de viande plus beaux que ceux achetés, du charbon en surplus, des vêtements offerts. Robert comprenait sans qu'un mot soit dit. « Chaque soir quand je mange mon humiliation », confia-t-il. Et dans son lit, le dos tourné de sa femme était pire qu'une gifle. Il ne partageait plus une vie de couple, il partageait son propre effacement. Ce drame ne fut pas isolé. Dans les plaines du Dust Bowl, une femme nommée Anna vit son mari agoniser d'une pneumonie, incapable de travailler. Pour nourrir ses enfants, elle accepta l'aide d'un voisin brutal, qui n'offre pas sa charité gratuitement.
Tandis que son mari toussait dans une chambre, elle ouvrait sa porte à un autre homme. Non pas désir, mais par survie. Le prix payé, une part d'âme, une part d'amour, une part d'honneur. Elle sauva ses enfants, mais détruisit à jamais la dignité de son foyer. Ce mécanisme cruel engendra une spirale destructrice. Les hommes, déjà écrasés par l'échec économique, perdaient aussi leur statut intime. Beaucoup se découvraient impuissants, prisonniers d'un cercle vicieux. Plus ils échouaient à nourrir, moins ils étaient désirés, et plus leur impuissance les enfermait dans leur rôle de poids mort du foyer. Les femmes, elles, endossaient le rôle de gestionnaires pragmatiques, parfois de négociatrices froides. Elles devinrent à contre-cœur les véritables dirigeantes du foyer. Et cette inversion des rôles imposée par la famine laissa des cicatrices psychologiques qui marquèrent des générations entières. Mais au milieu de cette noirceur, certains hommes réussirent à briser ce cercle infernal, non pas en retrouvant de l'argent, mais en retrouvant une valeur que personne ne pouvait leur arracher: la discipline, la compétence, la capacité à donner un sens là où il n'y avait plus que du chaos. Ceux-là ne furent pas seulement des survivants, ils devinrent des symboles, des phares dans la nuit, des hommes respectés même dans la misère le plus totale. Et c'est ici que se cache la leçon ultime. Dans un monde qui s'effondre, ce qui sauve un homme n'est jamais sa richesse, mais ce qu'il incarne quand tout est perdu.